Chardin-Ardenne, qui vont nous parler des enjeux de du projet de directive concession européenne. Oui, chers amis, acteurs des territoires d'énergie, vous me permettrez, en saluant notre président Xavier Prenta et notre ami Jean-Luc Dupont qui nous accueille, de saluer l'ensemble des responsables collègues de nos syndicats, qui soient des membres des conseils d'administration ou les acteurs, et de vous présenter donc mon ami Pascal Mangin, qui est rapporteur. C'est d'abord conseiller régional à la nouvelle région Grand Est, n'est-ce pas, mais qui est rapporteur au comité des régions d'Europe des sujets énergie. Et je crois qu'on parle d'intelligence territoriale. L'intelligence, c'est aussi de savoir qu'il y a un avenir dans l'organisation de l'énergie, de la distribution en particulier. Il y a un avenir qui sera conditionné d'une part par la législation nationale, on y viendra tout à l'heure, mais aussi par l'évolution européenne. Ce n'est pas nouveau, mais depuis 80, l'Europe s'est préoccupée de ce grand marché de l'énergie avec des orientations qui ont été souvent discutées. Et vous me permettrez de dire que, puisque j'ai eu le privilège d'être le premier président du Comité des régions d'Europe, le Comité des régions d'Europe, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une assemblée composée de présidents des régions de l'Europe, mais aussi des maires des communes ou des collectivités intermédiaires. Et c'est aujourd'hui une voie pour essayer de faire entendre les aspirations, de porter les aspirations des citoyens au niveau de l'Europe, dans ce souci de sortir un peu de la technocratie et par contre de porter la réalité des sujets qui sont traités. Et à l'époque, c'était il y a 20 ans, j'étais à ce moment-là donc ce président, on avait eu un premier grand débat sur la résolution, la directive qui est sortie en 96, première grande directive concernant l'énergie. Je puis vous assurer que les débats étaient difficiles à mener parce que le sujet de la libéralisation était déjà au cœur de cette directive. Alors aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est très rapidement passer d'abord la parole donc à notre ami Pascal Mangin, puisque la Commission a ouvert une perspective pour un nouveau paquet énergétique avec des consultations. Et je dois vous indiquer que, président de la Commission Europe de notre fédération, nous nous employons avec l'équipe de cette fédération à essayer non seulement de suivre les dossiers, mais de peser parfois sur les évolutions. C'est par exemple avec notre collègue français rapporteur de la directive où nous nous sommes mobilisés pour qu'on garde dans l'Europe la capacité, en France, de garder le monopole pour ex-ERDF. Mais c'était important pour garder une mutualisation. Et avant de passer justement la parole à donc Pascal Mangin, vous permettrez à un élu d'un département comme là, Lozère, s'il y a un département rural en France, c'est bien celui-là, de dire qu'il est capital pour nous de maintenir cette possibilité de mutualisation si on veut qu'il y ait un peu de vie dans l'espace rural. Et je suis de ceux qui croient que l'avenir de la France et de l'Europe, c'est d'être capable de maintenir la vie dans les espaces ruraux tout en consolidant les métropoles. On a entendu le maire de Tours tout à l'heure. Donc un souci, et c'est le propre de notre fédération aussi, qu'il y ait par la mutualisation un accès possible à l'énergie, aux intelligences qui se développent et qu'on ne soit pas pénalisé sur un plan financier. Alors Pascal, tu as la parole. Merci beaucoup.
On ne peut qu'applaudir l'engagement de Jacques Blanc. Je voudrais le remercier d'abord de m'avoir invité et évidemment l'ensemble de la FNCCR de m'associer à votre congrès si important en ma qualité de modeste conseiller régional et de rapporteur au comité des régions sur le paquet Union pour l'énergie. Si je vais essayer d'être assez bref, de sorte à ce qu'il y ait peut-être un petit temps d'échange, et si vous en êtes d'accord, je vais dire un petit mot de la situation générale, et puis m'attacher sur les conclusions en fait du rapport que j'ai pu présenter, et conclure sur les perspectives qui sont devant nous sur ce paquet Union pour l'énergie. Vous êtes des praticiens de l'énergie, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, le système est centré autour de 3 caractéristiques ou de 3 problématiques. Le premier, c'est le système est en crise. Il y a une surproduction d'énergie. On voit 28 politiques énergétiques différentes dans les États membres qui conduisent à faire qu'il y a une baisse massive des prix de gros, en même temps que nos concitoyens, dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions, nous expliquent que leur facture d'électricité augmente, donc les prix de détail augmentent, ce qui évidemment est un sujet important. Les politiques énergétiques des États membres sont divergentes, pour ne pas dire orthogonales. On assiste dans un certain nombre d'États membres à la réouverture de centrales. En même temps qu'il y a une surproduction chaque hiver, on nous explique qu'on frôle le blackout. Bref, de ce point de vue-là, le système est assez lourdement en crise. Le système énergétique est également fragile. Vous voyez bien l'apparition de tensions sécuritaires, de tensions géopolitiques qui menacent l'approvisionnement de l'Europe, qui reste de ce point de vue, une forme d'île énergétique, puisqu'elle dépend très largement d'importations extérieures, en particulier évidemment sur les énergies fossiles et sur le gaz. Et évidemment, troisième grande caractéristique globale, le système est en mutation. On y reviendra sans doute, mais cela a été formidablement dit ce matin par le président et beaucoup d'intervenants. On passe d'une production très centralisée à une production décentralisée. Le réseau sert à la fois à injecter la production et aussi à la soutirer. Bref, ses fonctionnalités deviennent très différentes, et l'émiettement, en tout cas, de la production est très très puissant. Dans le même temps, il en va sur l'électricité et l'énergie d'une manière générale comme de l'ensemble des secteurs économiques, et j'allais presque dire de notre vie quotidienne. Le numérique percute le système et lui procure à la fois un certain nombre d'opportunités, en même temps qu'il peut générer un certain nombre de risques. Face à tout cela, finalement, la Commission a pris le parti d'essayer de relancer une politique autour de la question énergétique et de renforcer la dimension Union européenne, Union d'énergie. C'est tout de même pas quelque chose de très nouveau, puisque si on se rappelle bien qu'en 1951, c'est bien autour de la question de l'énergie, avec le charbon, que l'Europe s'est construite, et on peut également se rappeler du traité Euratom, qui a été une tentative autour de la question du nucléaire, de bien arrimer l'idée que si les politiques nationales sont trop divergentes, à une échelle finalement relativement petite, le risque, tant pour le système que pour le consommateur, est grand. Le paquet Union pour l'énergie est un paquet non législatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition à l'intérieur de directives ou de règlements. Il dessine en fait l'ambition de la Commission pour ce qu'il devrait arriver. Ensuite, on y reviendra sur un nombre plus important de propositions, de directives, de règlements qui seront, elles, des propositions législatives. Mais il fixe les grands objectifs politiques, il lance le débat, si vous voulez, et évidemment, c'est en ce sens-là que la FNCCR, comme les collectivités territoriales, comme beaucoup d'acteurs sont aujourd'hui attentifs à ce qui se passe à Bruxelles, parce que, évidemment, ce qui se passe là
sera sans doute à nos portes dans quelques années, et évidemment chacun comprend bien la nécessité de pouvoir agir, de pouvoir influer à ce stade. 5 grands principes pour ce paquet Union pour l'énergie qui répondent un petit peu évidemment au point de crise. Le premier, c'est la question de la sécurité de l'approvisionnement, de la solidarité et de la confiance entre les pays européens pour faire en sorte que les interconnexions, il y ait plus d'interconnexions à l'échelle européenne et que l'Europe soit moins dépendante des pays tiers pour son approvisionnement. Deuxième principe, un marché de l'intérieur de l'énergie totalement intégré. Un marché totalement intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au-delà de la question des interconnexions physiques, comme on a fait un marché intérieur pour tout un tas de produits qui peuvent circuler librement, il faut qu'il n'y ait aucune barrière technique ou réglementaire à l'intérieur de l'Union européenne pour la circulation de l'énergie. Troisième principe, celui de l'efficacité énergétique. Là aussi, l'Union entend prendre un certain nombre de positions, y compris législatives, coercitives, si je puis le dire de cette manière-là, pour que l'on consomme moins d'énergie, pour réduire la pollution et préserver les sources d'énergie domestiques. Troisième élément, c'est le climat, le lien qui est désormais indéfectible, indissoluble entre la politique énergétique de l'Union européenne et la politique climatique. On ne peut pas afficher des objectifs dans la COP 21 et bientôt dans la COP 22 en se désintéressant de l'intégration de la mise en place d'une politique énergétique à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, dernier élément, cinquième grand principe de ce paquet sur l'Union pour l'énergie, c'est la recherche et l'innovation. C'est bien évidemment l'idée qu'il y a un certain nombre de freins, chacun le voit bien, l'intermittence, elle pourrait être contrebalancée par le stockage. Chacun voit bien que le stockage est aujourd'hui à un coût prohibitif et que c'est donc dans la recherche et l'innovation que se trouve également un certain nombre de solutions, de recettes aux problèmes qui nous sont posés. C'est évidemment aussi toute la production, par exemple, d'automobiles faiblement émettrices de carbone. Enfin, voilà, il y a une potentialisation, des potentialités dans ce domaine de la recherche et plus près du marché dans celui de l'innovation. Alors, il m'a été demandé de faire un rapport au Comité des régions. Jacques le sait mieux que personne. Le rapporteur au Comité des régions, il est un peu seul. Au Parlement européen, il est assisté. Sur le paquet Union sur l'énergie, il y a au moins 5 ou 6 rapports qui sont en train d'être écrits au Parlement européen. J'étais un petit peu seul. Mais qu'est-ce que j'ai pu mesurer ? Je vais vous dire quelques mots de ce qu'il y avait dans mon rapport, mais qu'est-ce que j'ai pu mesurer ? J'ai pu mesurer que l'ambition de la Commission est une ambition assez élevée parce que les tensions entre les pays sont des tensions très fortes, y compris celles qui sont amenées par des représentants de collectivités territoriales, puisque le Comité des régions, c'est bien, comme l'a dit Jacques, des élus territoriaux qui y sont. Quand vous parlez d'ENR, les Polonais vous expliquent qu'il faut quand même faire attention au charbon. Quand vous parlez un petit peu de nucléaire, les Allemands vous expliquent que c'est quand même le mal absolu. Bref, c'est assez compliqué. Et puis, en bruit de fond, vous avez quand même les pays nordiques qui considèrent que tout ce qui vient un petit peu de la Commission est quand même un petit peu suspect et qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même et qu'il faut faire attention, il faut être prudent à l'égard de tout ce qui vient de la Commission européenne. Bref, on observe sur ce sujet comme sur d'autres une certaine fragilité de la volonté européenne, en même temps que cette volonté apparaît comme totalement légitime au regard de ce que l'on a dit précédemment. Alors qu'est-ce que ce rapport a été adopté ? Qu'est-ce que l'on a dit, puisque maintenant c'est le texte du Comité des régions. On a d'abord regretté le fait, et j'espère que vous le regretterez avec nous, le fait que dans ce paquet, finalement, l'Union européenne parle peu des collectivités territoriales. Et on ne peut pas à la fois parler de production décentralisée sans parler des collectivités territoriales, puisque c'est bien là qu'elle se fait, et les collectivités territoriales, vous en êtes le témoin, sont pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui productrices ou agrégatrices au travers de coopératives, enfin de différentes initiatives.
Elle parle peu des collectivités territoriales, et c'est un tort parce que les collectivités territoriales sont aussi évidemment le lieu où on est confronté à la précarité énergétique, qui est un sujet à l'échelle de l'Union européenne, et l'ensemble, si vous voulez, des politiques que vous menez au travers de vos syndicats, et donc à travers vos syndicats, les collectivités territoriales, ce sont souvent des politiques qui se font sur une base volontaire. Et donc, vraiment, la première chose, le premier élément, je voudrais le souligner, c'est celui-là. Deuxième élément, on a relevé que les collectivités territoriales, le niveau local, recelaient, disposaient de nombreux leviers d'action, que ça soit sur la production, mais évidemment aussi toute cette partie en particulier le niveau communal possède, celui de l'urbanisme, les transports, et la question de la construction, l'efficacité énergétique sont des leviers qui sont à la main des collectivités territoriales. On peut évidemment fixer des objectifs, prendre des normes coercitives, etc. Mais il faut qu'elles soient mises en œuvre, et donc cette mise en œuvre doit pouvoir être faite au niveau local, elle doit donc être supportable et acceptée au niveau territorial. Et puis dernier levier d'action, je veux quand même le souligner parce que je suis sûr que la question pourrait être posée, c'est on voit bien que la question de l'information, de la communication, de l'acceptabilité d'un certain nombre de projets se fait au niveau local, et comme nombre d'entre vous, on regarde de temps en temps les sondages qui disent beaucoup de choses, mais qui disent par exemple que le maire reste au regard de nombreux élus, celui dans lequel les citoyens ont le plus confiance. Et cette confiance, elle doit aussi être utilisée, on doit aussi pouvoir capitaliser sur ce degré de confiance important dans ce bloc communal pour renforcer l'acceptabilité, l'explication d'un certain nombre de projets. Autre élément que nous avons souligné dans ce rapport, que je voudrais mentionner brièvement avant de m'acheminer vers la fin, c'est quand même de souligner le rôle important de la régulation. On est dans un système qui ne peut fonctionner correctement que si la régulation fonctionne elle aussi, et fonctionne elle aussi à la bonne échelle. On ne peut pas avoir une union énergétique à l'échelle européenne et 28 systèmes de régulation parcellaires, fragmentés à l'échelle de chaque pays. Et nous avons également affirmé que cette régulation, elle devait, elle aussi, prendre en compte le niveau local. On voit bien que dans le régulateur au niveau français, il y a au moins une commissaire, en tout cas, qui vient d'une collectivité territoriale. Elle ne représente pas en tant que telle les collectivités territoriales, mais elle peut avoir tout de même un regard particulier sur elle. Il faut là aussi, au niveau européen, pas forcément un régulateur européen qui soit gigantesque mais une bonne coordination, une coordination forte, intégrée et coercitive, si je puis le dire ainsi, en tout cas capable d'émettre un certain nombre de prescriptions à l'égard des régulateurs nationaux, tout en considérant le niveau local. Et puis enfin, nous avons proposé que se mette en place un forum européen des collectivités territoriales pour échanger les bonnes pratiques, parce que après tout, ce qui est le plus compliqué, c'est quand même souvent de réinventer la roue tout seul chez soi, alors qu'elle a déjà été, que cette invention a été déjà trouvée ailleurs. Et deuxième point que nous avons mis en avant, c'est aussi toutes ces questions d'acceptabilité autour des projets énergétiques, parce que souvent, eh bien, les projets énergétiques, ce sont aussi quelquefois des projets d'infrastructure dont l'acceptabilité sociale, qu'on regarde du côté allemand, la difficulté de l'Allemagne à construire un réseau national de transport de l'énergie, de l'électricité en particulier, entre le nord de l'Allemagne où il y a une production importante et le sud où la consommation se fait. On voit bien que cette question de l'acceptabilité citoyenne, elle heurte souvent aussi, elle est confrontée souvent aux bonnes pratiques, ou en tout cas aux pratiques les plus efficientes en matière de transition énergétique. Et peut-être que, je sais que Jacques voulait qu'on parle du compteur communicant, on voit là aussi de ce point de vue-là un exemple de cette difficulté quelquefois de l'acceptabilité. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Un mot pour conclure sur où on en est aujourd'hui. La Commission n'a pas encore sorti
publié de propositions de règlement ou de propositions de directives. Je rappelle, mais vous le savez tous, quand la Commission publie un projet de règlement et jusqu'il soit adopté, le règlement il s'applique directement dans l'ensemble des États membres. Il y a une discussion entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres qui représentent les États, mais une fois que le règlement est adopté, il va s'appliquer directement. La directive, elle donne des objectifs à atteindre, mais chaque État membre est ensuite libre de les mettre en œuvre. Il ne vous aura pas échappé que de temps en temps, la France a tendance un peu à surtranscrire, à faire un peu plus que ce qui était indiqué dans les directives. Donc c'est important vraiment que vous puissiez surveiller, être attentif à ce qui se passe au niveau communautaire. Lorsque c'est des règlements, il n'y a qu'une chance, si je puis dire, d'agir, d'influer sur la réglementation. Lorsque c'est des directives, il faut à la fois influer sur la directive et puis ensuite, au moment de la transposition, être attentif auprès du Parlement national, donc de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou lorsque c'est des dispositions de caractère réglementaire auprès des ministères concernés sur cette transposition de la directive pour que ça ne soit à la fois pas trop loin de la directive et conforme à ce qui a été voulu. Il y a tout de même une communication importante de la Commission qui date aujourd'hui du 15 juillet 2015 sur ce qu'on appelle le market design, en fait la nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie, qui est sans doute le point le plus important, qui définit en fait ce que la Commission, qui commence à définir et qui lance un débat sur ce que la Commission aimerait comme cadre pour le marché intérieur de l'énergie. On devrait, d'ici à la fin de l'année, avoir une proposition au moins de règlement et 2 propositions de directive. C'est l'architecture qui est imaginée, qui devrait être publiée au mois de décembre. Et il y a en ce moment une série de rapports parlementaires qui sont publiés sur ce sujet et qui donnent la position du Parlement. Ce sont des résolutions, ce ne sont donc pas des choses contraignantes, mais qui donnent plutôt la position du Parlement par rapport à ce que la Commission dit. On voit une certaine prudence à l'égard, si je puis dire, de la position un peu allante de la Commission, notamment sur la question de la régulation, notamment sur la question des tarifs, mais on voit quand même le Parlement, en tout cas, souligner qu'il faut des modifications assez profondes dans le marché de l'énergie, y compris sur la question des tarifs, que les tarifs doivent clairement refléter les coûts et qu'il doit y avoir des signaux prix assez puissants pour que les consommateurs puissent regarder et bouger en fonction de ces signaux prix, et que évidemment le système de subventionnement massif, long des ENR, plutôt sur leurs coûts d'achat plutôt que sur les coûts d'investissement, a tendance un petit peu à déstructurer ce marché, en tout cas à ne pas préparer un marché de l'électricité un peu plus fluide. Et puis enfin, nous allons passer les vacances, et quand on reviendra des vacances, la Commission aura publié au mois de septembre, normalement, là aussi, son premier paquet législatif, si je puis dire, sa première proposition de directive sur le thème de l'efficacité énergétique. Voilà ce que je pouvais dire assez brièvement pour souligner combien le choix de cette thématique, je ne dis pas le choix de l'interlocuteur parce que je ne suis pas sûr que j'étais le meilleur, mais en tout cas le choix de la thématique sur cette question du marché et de l'union de l'énergie est une thématique qui est au cœur de l'actualité, évidemment, au cœur de vos préoccupations. Merci Jacques. Je crois que le choix était bon, n'est-ce pas? Et je voudrais peut-être lui poser une question, mais avant, je voudrais souligner que par rapport à ces évolutions européennes, il y a 2 attitudes. Où on dit, ils vont nous s'ennuyer encore, il y aura des réglementations, on ne va pas s'en sortir. Ou on est acteur. Alors le comité des régions ne décide pas, mais il peut contacter, il peut influencer, faire du lobbying positif. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Et je vais vous donner un exemple. À un moment donné, dans un rapport d'un Allemand, il y avait une proposition de régionaliser la taxe sur l'énergie électrique. L'équipe de la FNCCR s'est mobilisée, nous nous sommes mobilisés, et au nom de la subsidiarité, parce que le comité des régions, il c'est le garant de la subsidiarité, au nom de la subsidiarité, on a réussi
à transformer la vie et à faire mettre qu'il fallait que cette taxe reste communale. Or ça nous intéresse tous directement, ce n'est pas des paroles en l'air. Alors je voudrais poser la question à Pascal, parce qu'on est un peu tous parfois interpellés par le fait que la Commission veut supprimer les tarifs réglementés. Dans nos communes, on a bien vu la suppression et on a organisé des groupements de commandes. D'ailleurs, bravo pour le travail de la FNCCR, monsieur le directeur général et toute son équipe. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Rien. Non, moi je voudrais dire que sur cette question des tarifs, on sent bien évidemment la Commission, y compris le Parlement, là il y a un rapport d'un parlementaire qui s'appelle Werner Langen, dire qu'il faut que, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon rapport, mais j'ai été assez sévèrement amendé par nos amis allemands, donc c'est plus tout à fait aujourd'hui dans le texte qui a été adopté. Il faut que le lien entre le coût et le prix soit beaucoup plus fort. Aujourd'hui, le tarif de vente de l'électricité, si je prends l'électricité, reflète trop de composantes qui ne sont pas en lien avec le prix de la production d'électricité. Un certain nombre de taxes, un certain nombre de subventionnements, que l'on pense aux ENR. Ça, c'est une première chose. Cela dit, ça ne veut pas dire que le tarif ne peut pas être composé d'une partie réglementée et d'une autre partie, parce qu'il y a quand même des choses auxquelles il m'a semblé comprendre que vous étiez attaché. C'est par exemple la question de la péréquation autour de la distribution, autour du transport. Cette partie, cette composante du prix, elle peut être régulée, elle peut appartenir à une décision politique qui dit, dans notre pays, nous souhaitons que lorsque l'on habite en Lozère, l'acheminement... On ne paie pas plus cher que dans une agglomération. Voilà. Or, on a des kilomètres. Pour la partie acheminement. Après, et la partie transport. Pour le reste, il peut en aller de manière différente. Mais on voit bien aussi, en même temps, et puisque je sais que c'était un thème qui t'intéressait, que les modes de consommation vont aussi évoluer. Aujourd'hui, on est face à la question de l'autoconsommation, de favoriser ce que d'ailleurs dans les parlementaires européens appellent beaucoup l'autoproduction. Et on voit bien là aussi que les choses changent, le modèle peut changer, il peut avoir des influences profondes sur la question du réseau, évidemment, parce que voilà, sinon on a moins besoin du réseau, donc il faut peut-être que là aussi... Oui, mais enfin, on aura quand même besoin du réseau, dans la mesure où on absorbe les excédents. La nuit, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, voilà, on peut avoir envie de regarder la télé ou d'allumer la lumière. Donc évidemment, mais dans ce cas-là, les composantes tarifaires du réseau doivent être différentes, elles doivent peut-être prendre en compte plus sa dimension assurantielle et moins sa dimension acheminement, transport d'électrons d'un point A à un point B. Et voilà, je relève que par exemple, l'installation justement d'un compteur communicant, d'un compteur intelligent, pourra se faire dès le 1er janvier 2017, en dehors des zones de pause d'ailleurs du compteur Linky, chez les gens qui feront de l'autoconsommation justement pour ces raisons-là. Alors, puisque tu abordes le compteur Linky... Mais je sais que tu peux en parler. Oui, je voudrais savoir un peu ce que tu en penses, parce que moi je vais vous donner une expérience. Je fais une réunion de mon syndicat en Lozère, juste un mot sur compteur Linky, et je dis que le médecin que je suis, ou que je fus, pense qu'il n'y a aucun risque. Alors, le lendemain dans la presse, on me disait, on voit bien qu'il y a longtemps qu'il n'a pas exercé la médecine, puisque je m'étais égaré dans la vie politique. Mais donc, quelle est la réalité et comment c'est perçu en matière européenne? Alors, la réalité, c'est d'abord que c'est un projet européen, puisque l'installation de compteurs communicants, il résulte d'une directive de 2006. Et quand on regarde aujourd'hui les propositions, et notamment un certain nombre de propositions de Werner Langen là, et d'une parlementaire britannique également, qui évoque la question du market design, donc du marché intérieur de l'électricité, tous expliquent que cette question des smart grids, des réseaux intelligents, est une question importante et que leur bon fonctionnement repose justement sur les compteurs intelligents. Et que donc il faut promouvoir l'installation de ces compteurs intelligents tout en soulignant que leurs bénéfices doivent être clairement, non pas seulement explicités, mais réalisés pour les consommateurs. Donc on est bien
dans une volonté, dans un souhait européen de dire que justement à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle d'un marché intérieur européen, ces compteurs sont importants. J'ai fait allusion à plusieurs reprises sur la question de l'acceptabilité. On voit bien qu'il y a là un gap entre quelque chose qui est utile à l'ensemble des parties prenantes. Pas dangereux. Et évidemment pas dangereux. Enfin, qui s'imagine qu'on installe un compteur dangereux chez les gens? Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui une espèce de défiance à l'égard de l'expertise qui est extrêmement puissante. Mais lorsque l'Agence nationale, là je vais prendre un exemple français, mais l'Agence nationale des radiofréquences explique qu'elle a dû acheter du matériel spécifique pour mesurer le rayonnement du compteur tellement il est faible, on voit bien qu'il y a, de ce point de vue-là, pas de risque. Et souvent, les gens qui expliquent que le compteur met en risque la santé ont un réseau Wi-Fi chez eux, 4 réseaux Wi-Fi autour d'eux et utilisent un téléphone portable 25 fois par jour. Donc je pense qu'il y a aussi, de ce point de vue-là, une certaine cohérence à garder. Et le deuxième argument, qui est évidemment relayé souvent, c'est celui de la vie privée, de la sécurité de la vie privée, de la confidentialité des données. Je ne suis pas ici pour parler au nom du distributeur, mais je voudrais quand même souligner que seulement les données individuelles peuvent être communiquées seulement si le consommateur en a fait l'autorisation, on a donné l'autorisation. Pour le reste, elles sont agrégées et qu'il y a de ce point de vue-là aussi un encadrement au niveau communautaire et un encadrement au niveau national avec la CNIL. Mais on voit là qu'on est dans tout d'un coup quelque chose d'assez irrationnel, de remise en cause de l'expertise, de remise en cause d'un certain nombre d'évidences. Et je le redis, le point de vue local, le point de vue du maire, et je sais le travail que la FNCCR a fait sur ce sujet-là, est évidemment très important parce que peut-être que de temps à autre, et je voudrais dire même souvent, les gens auront tout de même confiance dans la parole du maire qui explique, encore plus quand il est médecin, qui explique que tout de même personne ne va installer un compteur chez les gens pour savoir à quelle heure on prend sa douche et les rendre malades. Ça me paraît être une évidence. Bon, alors écoutez, c'est une bonne conclusion. Le neuropsychiatre que je fus dit quand même qu'il faut se méfier quand il y a des gens qui cultivent l'angoisse. Et que même s'il n'y a pas de raison objective, si on laisse se développer ces phénomènes d'angoisse, on risque d'avoir un certain nombre de difficultés sur le terrain. Et donc, nous qui sommes des hommes de terrain, des femmes de terrain, n'est-ce pas? Eh bien, je crois qu'il est important d'être vigilant et de donner cette explication. Et de même, qu'il me paraissait important de montrer que quand il y a un certain nombre de décisions européennes qui se prennent, c'est pas forcément la technocratie européenne qui veut tout libérer ou qui veut tout contraindre, l'un ou l'autre, mais qu'on a la capacité d'influencer ces décisions et de faire passer un message que je crois, moi, extrêmement important, parce que dans ce domaine de l'énergie, tu l'as rappelé, l'Europe s'est construite à partir de là, et peut-être qu'elle peut demain nous permettre d'avoir des avancées supplémentaires au service des femmes et des hommes d'Europe, grâce à la FNCCR. Voilà, merci.